Bonjour YouTube, bienvenue à vous, 19e journée de Ligue 1 et une fois n'est pas coutume, malheureusement l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot sur le terrain du FC Nantes. Pourtant l'OL tenait sa victoire jusqu'au bout de la rencontre, jusqu'à la 81e minute où l'OL a concédé une égalisation méritée qu'on a tous vu venir depuis les tréfonds de la Beaujoire. Match nul un partout donc de l'OL qui prend du retard sur le top 3, sur le podium, puisque l'OL est désormais à 4 points de Monaco avec un calendrier vraiment pas très sympa puisque dans les prochains matchs en Ligue 1, il y aura l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Autant vous dire que ça commence à chauffer un petit peu. Un partout donc dans ce match entre Nantes et l'Olympique Lyonnais. On va débriefer ça tous ensemble. On va essayer de passer outre la colère et la frustration qui sont très fortes en cette fin de match pour regarder un petit peu dans la globalité de ce match qu'on peut quand même tirer de positif et est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et foutre le feu à l'Olympique Lyonnais, peut-être, peut-être pas. On va en discuter ensemble. Merci à tous ceux qui lâchent des pouces, des commentaires, qui mettent des noms de fromage dans les commentaires, c'est très drôle, ça me fait rire, voilà, c'est très drôle. Continuez, merci pour le soutien à la chaîne. Les notes remarchent, donc vous pouvez renoter les joueurs comme à votre habitude. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez les noter jusqu'au prochain match. Pareil pour les pronostics, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez pronostiquer jusqu'à 10h le lendemain du match. Voilà, j'en profite également pour vous dire qu'il n'y aura probablement pas de débrief en live pour le match contre Ludogorets, mais qu'on l'aura sur YouTube le lendemain. Voilà. On va reprendre du coup le fil de ce match. L'OL se présentait à la Beaujoire en 4-3-3, probablement à cause de l'absence de Benrahma et de pas mal d'éléments en vrai offensifs qui sont plus vraiment à plat. 4-3-3, sur le papier c'était pas forcément la folie avec ce milieu à 3 qu'on connaît tous. Tolisso, Matic, Verretou, on n'était pas foncièrement convaincus. Lacazette en pointe, on nous avait annoncé Mikotadze et Lacazette ensemble, finalement on a eu Lacazette en pointe, c'était pas une réussite. Et Koumbedi titulaire pour la 3e fois d'affilée. On y allait à reculons quand on a vu la compo, et mine de rien, l'OL livre une première période très bonne, très bonne. Première période assez intéressante dans le contenu. L'autre petite curiosité de cette compo, c'était le propositionnement de Nuama sur l'aile gauche, donc en pur ailier. Une tentative, il était temps de tenter Nuama dans ce rôle-là, et ça a fonctionné, puisque c'est Ernest Nuama qui ouvre le score à la 9e minute de cette rencontre, bien servie par Tagliafico sur une ouverture magnifique de Corentin Tolisso. C'est un très beau but pour 10 très bonnes premières minutes de l'Olympique Lyonnais. Derrière, l'OL se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, à pas savoir s'il faut pousser pour mettre le 2-0 ou à gérer. On a une première période assez frustrante, on sent que l'OL peut aller mettre le deuxième, peut même en mettre 3 s'ils veulent, et jamais n'appuie sur l'accélérateur. Retour des vestiaires, la classique, c'est beaucoup moins bien. Nantes reprend confiance, Nantes se crée des occasions, et là on a la sortie de Ryan Cherki pour l'entrée de Thiago Almada, puis la sortie de Lacazette pour Mikotadze, et on a une équipe qui s'écroule totalement, notamment au travers de ses cadres. Lacazette a déjà fait un match catastrophique, on a eu Matic qui n'a pas été bon non plus, l'entrée de Maitland Niles a été affreuse, et c'est finalement, selon toute logique, que le FC Nantes égalise par Mostafa Mohamed à la toute fin de rencontre, une égalisation qu'on a tous vu venir à des kilomètres, et on aurait même pu prendre le deuxième si Lucas Perry n'avait pas décidé de sortir des très belles parades. Donc le sentiment qui prédomine après cette rencontre, c'est beaucoup de frustration, de la colère même, de voir cette équipe capable de faire des choses correctes et s'écrouler par l'attitude. On a une attitude qui est pas bonne, on a des entrants qui sont pas bons, et on perd encore 2 points bêtes face à une équipe qui vraiment, sur le papier, n'attendait qu'une seule chose, c'était de perdre. Je voudrais qu'on commence par ça. Je voudrais qu'on commence un petit peu par un mot sur l'adversaire. On sait que Comboiré, c'est pas le coach du siècle, mais mes amis nantais, j'ai de la peine pour vous. Putain, c'est terrible. Le début de match de Nantes, mais c'est une honte. Je vous le dis, c'est une honte. Les mecs, ils sont à domicile face à une équipe qui va pas bien. Le béton. À la 10e minute, au moment du but d'Ernest Nuama, il y a 81% de possession pour l'OL et il y a 9 passes pour le FC Nantes. 9 passes. En fait, ils ont attendu de prendre le premier but pour se dire « Ah, en fait, on peut jouer au foot ». Et c'est con parce que quand ils jouent au foot, ils sont pas si nuls, Nantes. Donc j'ai vraiment de la peine pour les supporters d'avoir le Comboiré Ball des enfers. Là. Enfin, c'est vraiment un entraîneur qui fait du mal à la Ligue 1. Il mérite l'égalisation, c'est pas le sujet, parce qu'ils ont poussé. Une fois qu'ils poussent, c'est ça qui est hyper frustrant, parce que c'est pas une si mauvaise équipe à partir du moment où ils se mettent à jouer au foot. Mais alors, le plan de jeu initial, là, la honte, quoi. La honte, donc c'est un enfer. D'avoir des équipes comme ça en Ligue 1, c'est un enfer, d'autant plus quand elles sont capables de jouer correctement au foot et qu'elles ont des joueurs de foot dans leur effectif, notamment Moses Simon, qui sont des bons joueurs de football. Moses Simon, qu'est-ce qu'il fout encore à Nantes, quoi?
Le pauvre, d'être dans un marasme comme ça, alors que c'est quand même un excellent joueur, c'est de lui que vient le danger constamment dans cette équipe-là. Mais frère, va t'amuser ailleurs, va jouer l'Europe, j'en sais rien. Pars, tu mérites mieux que ça quand même. Enfin bon, c'est lui hein, qui tue l'OL, c'est Moses Simon. Il a été muselé pendant 45 minutes par Koumbedi, qui a fait une bonne première mi-temps. Puis après, il a pris le dessus. Il y a eu un bouillon pas possible. Koumbedi, il a pris 2 ou 3 fois une énorme soufflante. Derrière, Koumbedi sort, Maitland Niles rentre. Et puis bah là, voilà, le but, regardez le but. Ça vient d'un centre de Moses Simon. Regardez la vitesse à laquelle Maitland Niles va essayer de se positionner face à Simon. Monsieur Maitland Niles. Enfin, on peut éviter le centre peut-être, non? Je sais pas. Donc... Voilà, on savait de toute façon, le danger c'était Maitland Niles, c'était aussi Maitland Niles, le danger c'était Moses Simon, Maitland Niles il a pas eu le mémo. Voilà, il y avait un mec à museler, bah on l'a pas réussi. Voilà, donc un partout, logique. Nantes aurait franchement pu en mettre un deuxième. Voilà, alors quand on regarde des stats du match, c'est pas évident, hein. L'OL aurait dû gagner ce match, l'OL a été meilleur sur la globalité de la rencontre, pas suffisamment, l'OL a été dilettant, mauvaise attitude, qui a permis à Nantes de revenir dans le match alors que jamais ils étaient dedans jusqu'à l'heure de jeu. Donc voilà, il y a de quoi être vraiment en colère parce que c'est pas un match que l'OL doit laisser passer. L'OL doit gagner 3 points, l'OL est meilleur ce soir, et puis bon, bah, tranquille, voilà, si je faisais des petites talonnades, oh, pas besoin de tirer. Et si je cherchais ma petite passe décisive, oh, le repli défensif, oh, piano quand même. C'est ça qui est énervant. C'est-à-dire qu'au moins, contre Bourgoin, il y avait rien. Il y avait rien. C'était une équipe à chier, tout le monde était à chier, c'était catastrophique. Bon, bah, on sort du match contre Bourgoin, oui, il faut tout brûler. Mais là, c'est l'attitude le problème. Là, il y a des claques qui se perdent, quoi. C'est un enfer. C'est un enfer. Tu joues comme si t'étais une grande équipe. Et moi, je pense que c'est ça le problème. Tu joues, en première période notamment, comme si tu menais 4-0. Voilà. Le meilleur exemple de ça, il y en a 2, c'est Cherki. Alors, je vais pas trop taper sur Cherki parce qu'il fait pas un mauvais match, mais le nombre de séquences où Cherki, bah, il s'arrête. Puis il regarde, et puis il commence à faire des grilles, il cherche la passe D. Joue simple, Ryan. Joue simple. Alors oui, son match, il est bon, parce que en plus, il peut marquer juste avant la mi-temps, et s'il marque, le match, il est quasiment plié. Mais ça joue tranquille, quoi. Le pire pour moi, c'est quand Macic est dans la surface de réparation. Et puis, ça cherche la petite talonnade et tout ça. Frappe. Pourquoi cette équipe, elle joue compliquée tout le temps? Il y a des trucs qui sont intéressants, notamment le placement de Tagliafico. Il joue un MOD, MOC, il joue partout, c'est intéressant, c'est cool la tactique. Hein. Mais est-ce qu'on peut avoir des choses simples? Ce qui a marché ce soir, c'est des choses simples. Nuama, il est gaucher, mettez sur la gauche, ou vous faites courir en profondeur, ça ouvre des espaces et on joue au foot. Putain, c'est simple. Soyons simples. Et ils savent pas jouer simple, c'est une équipe qui sait pas jouer simple. Voilà, et c'est ça qui est frustrant, parce que le match de Cherki ce soir, par exemple, avec le ballon, c'est intéressant. Il crée des choses, il fait des décalages, mais sans le ballon, c'est vraiment piano, quoi. On se croirait Manchester City qui mène 3-0 en 2014, quoi. Donc c'est hyper frustrant, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? À un moment donné, il faut les secouer, quoi. Faut les secouer, et c'est d'autant plus énervant que les mecs d'habitude tricards, il y a quelques semaines, c'est-à-dire Nuama, Verretou, Koumbedi, bah eux ils se sont donnés ce soir. Moi j'ai rien à reprocher à Jordan Verretou ce soir. Koumbedi, bah il a ses faiblesses, il s'est fait manger par Moses Simon comme à peu près tous les défenseurs de Ligue 1, et il a fait un bon match. Et Nuama sur son aile, il a joué simple, il a joué propre. Mais les cadres, ils ont joué compliqué. Et moi j'en veux quand même un petit peu à Cherki de calculer ses coups, de passer qu'à ceux qu'il a envie de passer. Il snob Nuama, regardez sur le match, il snob Nuama. C'est pas que lui. Macic, il joue tranquillou ce soir. Ouais, pas trop en faire, hein. Une petite talonnade, voilà. Puis, oh zut, j'ai perdu le ballon. C'est frustrant. C'est des matchs frustrants. Et c'est des matchs où si tu gagnes ce soir, t'es bien, t'es à 2 points de Monaco, t'es bien. Tu vas jouer l'OM, tu peux te rapprocher de l'OM. Non, bah là, tu perds des petits puntos à droite à gauche. Et à un moment donné, ils vont commencer à accélérer devant. Donc, pour moi, il y a 3 matchs. Pour Pierre Sage. Il y a ce match-là, il y a le match contre Ludogorets et il y a le match contre l'OM. T'as déjà grillé un joker. Hein. Si tu perds contre Marseille, adieu, je pense. Hein. Et on pourra le défendre, hein. On pourra dire tout ce qu'on veut dire sur Pierre Sage, que c'est pas bien de le virer à ce stade-là de la saison. Si tu perds contre l'OM, ça va être dur. Hein. Si tu perds contre l'OM, ça va être très dur de le garder. Donc là, je pense qu'il y a encore un tout petit crédit du côté de John Textor, mais Pierre Sage, je pense qu'il est très grandement en danger, et si les joueurs ne veulent pas le faire sauter, va falloir faire quelque chose à Marseille.
Non, non, il sautera pas ce soir, je pense. Je pense pas qu'il sautera ce soir. Je pense que le match coup près, c'est celui contre l'OM. Je pense que c'est le dernier match coup près, la dernière chance. Je pense pas qu'il sautera ce soir. S'il saute ce soir, ça me paraît quand même très prématuré. Hein. Je le redis, hein. J'ai plein de trucs à reprocher à Pierre Sage, mais je pense pas que ce soit judicieux de le faire sauter ce soir, alors que factuellement, il y a quand même un progrès dans la copie rendue par l'OL contre Fenerbahçe et contre Nantes. Tu peux t'en sortir à 1-0 en disant, bon, bah, c'était pas le match du siècle, mais on a gagné. Il y a des défaillances, ça c'est une certitude. Et à un moment donné, quand tu as autant de joueurs qui sont à l'envers, bah, faut peut-être aller chercher ailleurs que du côté des joueurs. Hein. On a chargé Bruno Genesio parce qu'il était incapable de mobiliser ses hommes. On doit charger également Pierre Sage parce qu'à un moment donné, les entrées des joueurs, il y a des entrées criminelles là. L'entrée de Maitland Niles, elle est scandaleuse. L'entrée de Mikotadze, elle est scandaleuse. C'est pas normal. Ça veut dire que ces mecs-là, ils sont pas là pour se battre pour garder leur place en fait. Il veut quoi, Mikotadze? Il veut le sauter, la Casette, ou pas? C'est pas comme ça qu'il va y arriver, hein. Enfin, je veux dire, il a un boulevard. La Casette, ça fait 9 matchs qu'il a pas été décisif. Aucune passe D, aucun but depuis 9 matchs, Alexandre Lacazette. Mikotadze, il a juste à pas être nul pour prendre la place de titulaire. Ouah, l'entrée de Mikotadze, les amis. Pff, quel enfer. Quel enfer. Qu'est-ce que j'ai noté? Il y a quand même un crépuscule assez notable du côté de Lacazette. Hein. Il n'y a pas grand-chose ce soir. Hein. Il y a des occasions ratées. J'ai pas les stats des expected goals et compagnie. Là, ce soir, c'est dur, le match de Lacazette. Hein. C'est très, très dur. Hein. Il y a la tête où il doit la remettre à Verretou qui part à l'autre bout du but, là. Dans le jeu, c'est pas bon. Il y a quelques fulgurances. L'entrée qu'il a fait contre Fenerbahçe était OK. Mais tu peux pas, Alexandre Lacazette, serial goleador, un des meilleurs buteurs du club, tu peux pas faire 9 matchs sans avoir une seule passe D ou un seul but. C'est dramatique. Là, ça commence à être inquiétant. Et ce serait pas dramatique qu'Alexandre Lacazette commence à être au crépuscule de sa carrière. Mais il faut que Mikotadze step up, là. Ça fait 3 matchs d'affilée où Mikotadze, c'est pas ça. Et si c'est pas Mikotadze, si c'est pas Lacazette, ça va être qui? On va mettre qui en pointe? Mama Baldé? Ah bah non, il est parti. Wilfried Zaha, rire. Donc, là, va falloir s'y remettre, là. Hein. Va falloir s'y remettre, c'est compliqué, hein. C'est particulièrement inquiétant. Je vais vous remettre les stats, hein, juste pour que vous voyez le nombre d'arrêts du gardien. Alors, il n'y en a que 3, mais je pense que ça a mal comptabilisé parce qu'il y a plus d'arrêts du côté de Perry. Hein. Il n'y en a pas que 3. Hein. Je suis un peu inquiet. Je suis même beaucoup inquiet, je vous avoue. Parce que je pense qu'on est de retour à la période qu'on avait avant Fabio Grosso, avec un vestiaire qui se délite, avec des attitudes qui sont pas bonnes. Quand bien même la performance individuelle de Cherki elle est bonne, il y a une attitude chez Cherki qui n'est pas le Cherki qu'on a eu sur les 3 mois de début de saison. Là. Il y a quelque chose qui va plus, il y a des attitudes qui sont pas bonnes, il y a Lacazette qui est plus dedans, même Matic commence à flancher. Oulala, hein. Attention, hein. Le match contre Ludogorets, on est bien là, hein. On pense qu'on est qualifié en barrage. Si on ne gagne pas contre Ludogorets, on peut finir 9, 10, 11. Hein. Et là, on est vraiment les dindons de la farce quand même. Attention, hein. Ludogorets à domicile, c'est le genre de match qui pue du zboob. Hein. Donc voilà, ouvre tes yeux, Matic a fait son match aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Non, Matic il fait pas son match aujourd'hui. Matic il fait pas son match. Il est nonchalant aujourd'hui, il est pas bon. Il a une mauvaise attitude, Matic, sur ce match-là. Je suis désolé. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je trouve pas que Matic fasse un bon match. Je trouve que Verretou fait un bien meilleur match au milieu de terrain. Tolisso fait un match moyen. Mais Matic, on peut pas se satisfaire de ça. Il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de ballons perdus. Et je comprends pas non plus, pour le coup, la logique d'aligner Matic 2 fois 90 minutes alors que t'as Tanner Tessman qui attend de jouer. Matic, il a 36 piges. Il a plus la caisse pour faire autant de matchs. Donc voilà, enfin... Tessman a disparu. Bah je comprends pas, enfin... Bref. 92% de proba de finir dans le top 8. Oui, bah alors, quelle était la probabilité que l'OL gagne le match à la 88e minute? C'est pareil. Je suis d'accord avec vous, hein. Ce serait une énorme déconvenue. Mais tu dois gagner contre Ludogorets. Ludogorets, c'est extrêmement faible. Hein. C'est presque aussi faible que Nice en Europa League. Presque. Donc j'ai du mal à comprendre la logique de rotation. C'est-à-dire remettre Lacazette là, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre le fait de continuer à mettre Matic 95 minutes alors qu'il est fatigué, ça se voit. Maitland Niles, on voit qu'il est plus du tout dedans. Alors après, Koumbedi prenait... Alors, je vais pas reprocher à Pierre Sage d'avoir changé Koumbedi parce que Koumbedi, il était plus dedans. Mais tu vois la limite de l'effectif aussi. Contre un Moses Simon comme ça, il fallait lui mettre Mata sur le dos. Mais si tu mets Mata sur le dos, tu mets qui en défense centrale? Bah personne, parce qu'ils sont tous nuls. Donc... Tu
Tu repasses Mata à droite. Ouais, mais tu mets qui? Quel état de ça? T'as vraiment envie de mettre quel état de ça? C'est ça le problème de fond. Hein. C'est ça le problème de fond. Je voulais qu'on s'attarde aussi sur l'entrée de Mikotadze. Parce qu'il a des opportunités, notamment parce que Almada fait une bonne entrée et lui donne 2 très bons ballons. Mais Mikotadze, pour moi, il y a 2 éléments qui tuent le match. Le premier, c'est le retour des vestiaires avec l'attitude de Cherki et de Lacazette qui sont complètement dedans et qui permet à Nantes d'y croire. Et la deuxième, c'est l'entrée de Mikotadze qui est, à mon sens, une des pires entrées que j'ai vues depuis très très longtemps. Il a tout raté. Et il y a cette perte de balle hein, qui remet Nantes dedans. Hein. Ça va pas, Mikotadze là. Ça va vraiment pas du tout. Dos au but, ça va pas. Il y a une incapacité à créer le danger. C'est d'autant plus frustrant qu'on sait de quoi il est capable, Mikotadze. Mais alors là, ce soir, l'entrée... on va pas dire qu'elle coûte le match, parce que Lacazette, il est à l'arrêt complet. Mais le problème dans ce genre de match, parce que tu sens le vent qui tourne. Tu fais une bonne première, tu es sur la retenue, tu dois avoir des entrants qui te permettent de remettre l'équipe en avant. Et ça, aujourd'hui, avec le banc que tu as, pas capable de faire ça. Il n'y a pas de joueurs d'impact qui sont capables de rentrer avec les crocs. Moi, c'est ça que je reproche. Le seul qui est rentré vraiment avec les crocs, c'est Almada, où il a défendu, il a donné bon ballon. Mais les autres, ils sont rentrés, c'était des fantômes. Maitland Niles, c'était un fantôme. Mikotadze, ça a été pire qu'un fantôme, ça a été un fantôme avec des poubelles à la place des pieds. Et effectivement, ce que tu dis, Flowser, dans le chat, quelle connerie d'avoir vendu Mama Baldé. Mais quelle connerie. T'as besoin d'un Mama Baldé en joker dans ces matchs-là, pour aller mettre de l'impact, pour aller faire le pressing, pour aller utiliser la profondeur, créer du danger, pour que Nantes ne soit pas en totale confiance. T'as Nuama qui est logiquement fini le match un peu fatigué, parce qu'il a beaucoup couru, donc on l'a moins vu en seconde, et t'as pas un joueur qui peut te permettre de foutre le sbul. Et vendre Mama Baldé pour prendre Wilfried Zaha, c'est pas le move le plus notable du mercato, mais je pense que ça se compte en poignées de points. De matchs que l'OL aurait dû gagner et qu'il n'a pas gagné parce qu'il n'a pas eu ce joueur d'impact. De matchs que l'OL aurait dû tenir et qu'il n'a pas pu parce que l'équipe adverse, elle avait plus de danger, donc elle avance. C'est ce qui s'est passé avec Nantes. Hein. C'est ce qui s'est passé avec Nantes. À un moment donné, ils ont arrêté d'avoir peur parce qu'il n'y avait plus personne. Nuama a arrêté de courir parce qu'il était fatigué. Il a couru pendant 1 heure et après, il a pu étirer les lignes. Lacazette n'était pas dedans. Mikotadze, il leur faisait pas peur. Et il n'y avait plus Cherki. Et Cherki, même si j'aime pas trop son attitude sur le match, il avait un placement et une aura naturelle qui faisait que Nantes osait pas trop avancer parce qu'ils avaient une peur panique, c'était que Cherki récupère le ballon, se retourne et oriente. Et à partir du moment où Cherki est parti, Almada joue pas dans la même zone, il joue un peu plus bas, et Mikotadze a été incapable de tenir ce ballon-là. Et le basculement, il est là. Donc encore une fois, je suis pas fan du match de Cherki dans l'attitude, mais force est de constater que tant qu'il était sur le terrain, Nantes savait pas trop où se foutre. Et je pense que c'est ça le changement qui tue l'OL, même si Almada fait une bonne entrée, c'est le fait que Mikotadze tout seul devant, catastrophique. Fallait sortir Verretou, laisser Cherki. Non, pour moi, fallait sortir Matic. Verretou fait un pur match ce soir. Hein. Il fait un très bon match. Dans l'impact, il est là. C'est celui qui a mis le plus d'activité au milieu de terrain. Je trouve que Verretou fait un bon match ce soir. Juste faites attention aux têtes de Turc. Je sais que parfois vous avez un peu tendance. Il faut être honnête. Ce soir, Verretou fait un bon match. Tesman a le droit de rentrer. Ça, je sais pas. Voilà. Peut-être que oui. Hein. Peut-être qu'avec Tesman, on aurait moins pris l'eau. J'en sais rien. Cherki à la droite, Almada en 10. Le problème de fond de ça. Moi, je pense que cette équipe, elle peut pas compter sur un attaquant de profondeur. Lacazette, c'en est pas un. Mikotadze non plus. Mikotadze, c'est un mec qui demande quand même dans des espaces où il va aller au duel. T'as besoin d'un mec qui joue la profondeur. Ce mec, généralement, c'est Fofana. Là, il était blessé, du coup, t'as mis Nuama à la place de Fofana. Là, ça fonctionne. Si t'as un mec qui est capable de faire les courses pour ouvrir les espaces, comme Nuama, ça fonctionne. Mais tu peux pas avoir Cherki, Lacazette, Almada, sans avoir un mec de profondeur. Ça marche pas. Et on a vu que le milieu à 3 te permet aussi d'avoir Tolisso qui va jouer cette profondeur-là. Donc, je sais pas si on va arriver à faire jouer Almada et Cherki ensemble. Je pense pas que ce soit le but de toute façon. Donc, faire 3 changements alors que ça, j'ai dit en conférence de presse qu'ils sont fatigués. Fatigués, c'est gentil, mais... fatigués, on est revenu de vacances il y a pas longtemps, quoi. Ça va être dur, hein. Pourquoi on tente pas Molébé contre Nantes? Qu'est-ce que ça nous coûte de faire jouer quand nos attaquants sont à la rue complet? Molébé, il était pas dans le groupe, hein. Il est pas dans le groupe, Molébé.
J'étais au stade, Verretou perd le ballon sur une mauvaise passe vers Manuel, il revient en marchant alors que Nantes contre-attaque. Ah non, mais de manière générale, la mentalité est pas bonne. Hein. L'activité à la perte, elle est pas bonne. Le match de Cherki, à la perte du ballon, il y a une action côté gauche où il marche vraiment. Jamais il se préoccupe. C'est quand Kodza perce. Je sais pas si vous vous souvenez de cette action. Vous avez Nicolas Kodza qui perce jusque dans la surface. C'est Cherki qui perd le ballon et Cherki il regarde. Et c'est pas le seul à faire ça. Hein. Je veux dire, on fait pas une fixette sur Cherki. Hein. Il y a pas mal de joueurs qui, à la perte du ballon, pas mon problème. Donc, le problème de fond, pour terminer un peu là-dessus, après on fera les notes. Le problème de fond de cette équipe, pour moi, c'est que on s'est trop habitué en première partie de saison à ce qu'il y ait un joueur providentiel qui nous sauve la mise, ou deux. C'était Tolisso et Cherki. Cette équipe, elle doit trouver un moyen de fonctionner sans un grand Cherki. Et Cherki doit aussi trouver un moyen de ne pas forcément être l'homme providentiel de cette équipe. C'est un double problème. Comme Cherki était fort, on a tout construit autour de Cherki. Et comme Cherki, on construit tout autour de lui, il se sent investi de la mission de faire des passes D. Et il n'y a pas assez de simplicité dans cette équipe. Et ce que je reproche à Pierre Sage, moi, c'est de ne pas réussir à construire un collectif. Parce que cette équipe, elle n'a pas de collectif. Le collectif, il est basé sur des grandes performances de Tolisso ou des grosses performances de Cherki. On a eu un semblant de ça sur le but, et c'est pour ça, moi, je me suis dit, waouh, le but, il passe pas par la casette. Il passe par la casette, il passe pas par Cherki. Le but, il passe par Tolisso, et c'est parce que tu as un joueur très intelligent qui est Tagliafico, il faudra en parler, que c'est un but collectif. On doit avoir une structure qui fait de Cherki un maillon comme un autre de cette équipe-là. Et il doit jouer comme un maillon comme un autre. C'est bien beau, mais à ce moment-là, tu vaux pas mieux que l'équipe de France d'Aimé Jacquet. Sauf que quand c'est pas Zidane mais Cherki, bah, c'est pas fiable. Ça fait des années que c'est comme ça, exactement. On a eu Paqueta, on a eu Memphis, on a eu Fekir, on a eu Lacazette. On a besoin, à un moment donné, de pouvoir construire un collectif. On a besoin de construire un collectif. Il y avait une pierre qui était intéressante sur ce match-là, c'était Nuama. Nuama, placé à gauche, donc pas forcément dans la zone que lui préfère. Nuama, il a fait une première mi-temps, en tout cas, de soldat. C'est-à-dire qu'il a occupé son espace, il a fait des courses, il a joué simple, et il a mis l'ego de côté. Sauf que c'est pas suffisant. J'aimerais avoir des joueurs qui jouent simple. Cette équipe, elle joue comme si elle était très forte. Ça me dérange. Ça me dérange, parce qu'elle est pas forte, cette équipe. Et elle s'écroule très facilement. Donc, j'ai aimé l'entrée d'Almada pour ça, par exemple. Almada, il est rentré, il a donné vite le ballon, il a fait ses courses en défense, et il a été assez intéressant collectivement. Donc je suis curieux, je demande à en voir davantage, mais le problème de fond de cette équipe, c'est qu'à un moment donné, Tolisso, il va redevenir normal, et Cherki va arrêter d'être très très fort. Et il n'y a plus rien. Almada néant, oh bah vous êtes dur quand même, hein. Almada néant, attendez, il envoie une passe incroyable à Mikotadze qui bottle complet le truc, il y a un retour défensif qui est magnifique. Néant, vous êtes malade quand même. Moi, je trouve que l'entrée d'Almada est intéressante. Alors, c'est pas le Graal absolu, elle est intéressante. Il s'est fondu dans le collectif, il est resté à sa place, il a donné quelques bonnes passes. Très bien. Très bien. De ce que j'ai entendu, Almaga Goat. Non, faut se calmer. Après, c'est toujours pareil. C'est pour ça que j'en ai un peu marre. Je vous avoue que j'en ai un peu marre de la communauté lyonnaise. J'en ai un peu marre. L'impression qu'on est la communauté marseillaise. C'est faut virer Pierre Sage à la première défaite. C'est Cherki c'est le GOAT ou Cherki il est nul. Il n'y a jamais d'entre-deux. Et puis si t'as le malheur de dire que Cherki l'attitude est pas bonne, limite on est à deux doigts de te traiter de raciste. Enfin, c'est insupportable quoi. Almada le néant, Almada le GOAT. C'est dur hein. C'est dur parfois de supporter ça hein. Selon toi, s'il y a une offre de 25 millions, Cherki part avant dimanche. Oui. Ah, je pense 100% que s'il y a une offre qui convient à Cherki, Cherki s'en va. Si on pouvait capitaliser sur les éléments de cette équipe qui sont des éléments fiables, c'est-à-dire Mata, Tagliafico, Tolisso, c'est déjà pas mal. Eux, on les entend pas trop. Hein. Eux, on est plus ou moins d'accord. Hein. Y a personne qui dit que c'est les GOAT, y a personne qui dit qu'ils sont nuls à chier, parce qu'ils sont fiables. Et c'est ça dont t'as besoin cette équipe, c'est des joueurs fiables. Des joueurs où tu sais qu'ils sont sur le terrain, il va pas se passer de dinguerie. Mata, il est sur le terrain, tranquille. Il va rater 2 matchs dans la saison, 3 matchs dans la saison. Le reste, force tranquille. Tagliafico sur le terrain, pas de sujet. Tu sais que le mec est cool. Il va faire les efforts, il va s'arracher, t'auras pas de problème d'attitude. C'est ça dont on a besoin. Et paradoxalement, Mata c'est 5 millions, Tagliafico c'est 3 millions. C'est eux qu'il faut aller chercher, c'est ces mecs-là. Pas les Niakate à 32 millions, même si Niakate il fait pas un mauvais match ce soir, même si bon, c'est lui qui est au marquage de Mostafa Mohamed sur le but. Tagliafico presque penalty quand même. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais pour moi, s'il y a péno sur Tagliafico, c'est pas un scandale. Voilà.
Il va nous manquer Tagliafico le jour où il va partir. Ben moi, c'est un sujet, ça. Tagliafico, quand il est sur le terrain, ça se voit. Hein. Ça se voit sur tout le reste de l'équipe. Alors, il est tombé en température en seconde période, mais le but, il vient de Tagliafico. Tagliafico, il est partout sur le terrain. Il joue DG, mais il est MC. Il y a même un moment donné, il est parti pressé à la place de Cherki sur l'aile droite. Et c'est lui qui crée le danger. Combien de fois on a eu cette séquence-là de Tagliafico qui attaque la profondeur et qui permet de foutre un sbel pas possible dans la défense. Aucune équipe ne sait défendre sur Nicolas Tagliafico. Pourquoi? Parce que c'est pas un attaquant. Je pense que le défenseur adverse, il voit Tagliafico, il fait qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il y a des moments donnés, il joue MOC Tagliafico. Donc moi, je pense vraiment qu'on se rend pas forcément compte, mais Tagliafico, c'est l'élément clé de cette équipe. Tout passe par lui. C'est une anomalie qu'il soit encore à l'OL. Ah bah complètement. Complètement. Et il est en fin de contrat, et je pense qu'on va s'en souvenir quand il va partir, parce que ça va laisser un trou. Hein. C'est pas Abner qui va aller combler ce trou-là. Hein. La récupération haute niquée par Cherki dans la foulée, j'ai hurlé. Ouais, enfin bref. La Grinta argentine. Non mais on a besoin de ce genre de mec-là. On a besoin de ce genre de mec-là. Il fait du bien au vestiaire. Et j'aimerais bien qu'au fur et à mesure que l'OL nettoie son vestiaire, là on a Benrahma qui devrait normalement partir, on va perdre Cherki cet été, on va perdre Lacazette très probablement, qu'un mec comme Tagliafico s'en aille, ça va faire beaucoup de mal, parce que c'est un mec qui pourrait être à la base de ce nouveau cycle. Donc ça fait un peu chiant. Le concours de prono, il prend en compte les matchs Europa. Oui. Il prend en compte. Si tu devais prendre un joueur pour remplacer Tagliafico, tu prendrais qui? Un mec dans le même style, vieux briscard expérimenté. J'ai pas d'exemple aujourd'hui en Europe qui a ce profil-là de vieux briscard expérimenté qui tient la baraque. C'est un miracle que Tagliafico soit à l'OL. Hein. Benrahma, c'était pas un fake foot mercato? Non, Benrahma, il y a vraiment des discussions avec Nob, mais c'est l'équipe qui l'avait sorti ça. Hein. Avec une offre à 7 millions, là on parle d'une offre à 12 millions. Luke Shaw, mais Luke Shaw, il touche 600 000 de salaire, les gars. Arrêtez un peu. Sage est menacé son toit. Sage est très clairement menacé. C'est pas du fake. Hein. Il y a le siège de Pierre Sage. Il est très très chaud, là. Et je pense qu'il joue sa place sur le match contre Ludogorets, c'est le match contre l'OM. Très clairement. C'est très clairement un siège éjectable pour Pierre Sage, ouais. Donc, attention à la fin de Mercato, là. Attention, je pense vraiment que le match contre l'OM, il est déterminant. Je pense. Fofana est indisponible pendant combien de temps? On ne sait pas. Sage éjectable, ce sera le titre de la miniature. Bien joué, Minato. Il doit en gagner un ou deux. Je pense que tu dois gagner contre Ludogorets, absolument. Et tu ne peux pas te permettre de faire moins que match nul à Marseille, et tu dois y mettre la manière. Si tu sors un stinker à Marseille, je pense que le résultat comptera pas beaucoup. Ah bon, à moins que tu gagnes, mais... Si tu perds à Marseille, je pense que c'est fini. Niveau finance, vous êtes où? Alors paradoxalement, niveau finance, ça va pas trop mal. Vous savez que j'ai pas trop eu le temps, mais que le Eagle a sorti un communiqué pour expliquer qu'ils avaient presque tous les sous que la DNCG demandait. Financièrement, ça a l'air d'aller. Tout reste suspendu à l'IPO. Mais on va pas refaire des topos finances. La santé financière de l'Olympique Lyonnais est liée à la santé financière de sa holding, Eagle Football Holding. Et tout ça dépendra de si John Textor arrive à lever des fonds sur le marché américain en mars-avril. En attendant, on ne saura pas. Voilà. De toute façon, le prochain rendez-vous d'NCG, c'est en juin. Donc, c'est pas qu'on s'en fout, mais pour l'instant, on peut juste attendre. Hein. On peut juste attendre. Textor a réduit la ferme, il a insufflé une énorme peur chez Sage. Complètement. Mais on en a déjà parlé de ça. Hein. Moi, je continue de penser que l'interview de Textor à RMC est une catastrophe. On a bien rigolé, il dit plein de choses intéressantes, mais pour le club, pour le sportif, c'est un désastre. Les bastos qu'il a envoyés à Cherki, c'est un désastre. La petite phrase sur Sage où il dit tant qu'il continuera de gagner, il sera à la tête, il sera là, sous-entendu, il peut dégager à n'importe quel moment. Son interview à RMC, elle a fait beaucoup de mal au club. Elle a fait empirer une situation qui était déjà pas facile. Donc ça, on n'oubliera pas ça. Voilà, il faut dire les choses aussi. Pierre Sage, il est défaillant sur les derniers matchs, mais le contexte, il est vraiment pas facile. Tous ses joueurs sont en vente. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On nous explique que ça parle avec son potentiel remplaçant. Il y a un vestiaire qui est compliqué. Il peut pas recruter. C'est dur, hein. Est-ce qu'il va arriver à surmonter ça? Encore une fois, moi je mets du respect sur Pierre Sage parce que arriver à faire ce qu'il a fait avec l'OL pendant un an dans la situation dans laquelle était l'OL, franchement respect. Et j'ai du mal à voir comment quelqu'un d'autre... Après, peut-être qu'on arrive au bout, hein. Peut-être qu'on arrive au bout, peut-être que Pierre Sage n'y arrive plus, peut-être que le staff de Pierre Sage n'est plus respecté, peut-être que l'ambiance lyonno-lyonnais avec les cadres du vestiaire qui sont lyonnais, qui tiennent, ça tient plus, peut-être, j'en sais rien, on verra ça assez vite. Moi, mon avis, c'est que on va quand même attendre le match contre l'OM pour se dire que c'est finito.
Là, l'analyse du match, c'est pas du tout la même si tu prends pas ce but de merde. Voilà, ce but-là, bah oui, il te fait très très mal. Si tu gagnes 1-0 mais que t'as pas été bon, t'amorces une dynamique, tu vas jouer contre Ludogorets, et si tu gagnes contre Ludogorets, t'arrives à Marseille, et puis tu peux te dire on peut y arriver. Oui, ce but contre Nantes, il fait extrêmement mal. Parce que toute l'analyse est biaisée. De la frustration de pas avoir gagné le match plus tôt, t'en sors une frustration d'avoir été égalisé bêtement. Donc, attention quand même à pas surinterpréter tout ça. On a quand même une première mi-temps qui est bonne, des intentions qui sont bonnes en première mi-temps. La frustration aujourd'hui, elle vient du fait que cette équipe, elle s'est écroulée sur la deuxième mi-temps. Il y a quand même quelques trucs positifs à en garder. Mais on va vite voir. Hein. Ludogorets, c'est jeudi. Marseille, c'est dimanche. Le coup près, il va tomber bien assez vite. Hein. Sage saute si win à Ludogorets mais perd face à l'OM. Je pense, ouais. Je pense que si tu perds à Marseille, il saute. Après, encore une fois, le contenu va compter. Si tu perds à Marseille mais que tu te prends un penalty à la dernière minute, peut-être qu'il saute pas. Mais je pense que il est dans le viseur, que le sniper est chargé et qu'ils attendent juste un prétexte à un moment donné pour pouvoir passer à autre chose. Mais on va voir. Dans quel monde on gagne à Marseille là? Alors, excusez-moi, hein, les matchs contre Marseille, ça n'a jamais aucun sens. Tout est possible. Hein. On sait jamais. Donc on va voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand chose de plus, hein, si ce n'est qu'Antoine Kombouaré est insupportable, mais ça on commence à le savoir, et passe son temps à pleurer. Non, il a pas donné. Enfin, Kombouaré, il a quand même réussi à râler sur le temps additionnel de la première mi-temps. Alors qu'on était à 2,56 sur 3 minutes annoncées. C'est insupportable. Kombouaré, c'est au secours. J'en peux plus des entraîneurs comme ça. Heureusement, il y en a de moins en moins. Les entraîneurs Unekatef, là. Les entraîneurs Raymond Domenech, Friendly. Vivement qu'ils partent, hein. Vivement qu'on passe à autre chose. Et je pense que les supporters nantais seront d'accord avec moi. Insupportable. Fait du mal à la Ligue 1, quoi. Bref. On passe aux notes, si vous le voulez bien. Les notes. Alors, attendez 2 secondes. Je vous rappelle que vous pouvez de nouveau noter les joueurs via le lien qui s'affiche dans le chat et qui sera en description de la vidéo YouTube. Voilà, hop, elle s'affiche, les notes. Alors, les notes. Aujourd'hui, Lucas Perry, 3 arrêts. Des belles parades, des belles sorties, une très grosse saucisse en fin de match avec des relances pas terribles. C'est quand même un très bon match de Perry. Bon, bah le but peut pas faire grand chose en vrai. Hein. Maintenant, il sort des sacrés arrêts quand même. Hein. Ouais, 6,5, ça me semble assez cohérent pour Lucas Perry. Sahel Koumbedi, pas mal de fautes. Il a quand même réussi à museler Simon pendant 1 heure, mais alors après, le bouillon Knorr qu'il a pris, oh là là, il y avait de l'arôme magie dedans. Hein. Donc, j'aurais mis 7 sur la première heure. Après, c'est un peu dur. Derrière, j'ai du mal à... Il a pris son jaune ou pas, Koumbedi? Non, Koumbedi n'a pas pris de jaune. Est-ce qu'on met 5 ou 6? Il se fait passer que 2 fois. Ouais, après, c'est 2 fois... 5,5, 6 1m6. Moi, je l'ai trouvé quand même première période hyper intéressante de Koumbedi. Hein. Mata, la force tranquille. Sur le but, il peut pas grand-chose. Il est serein pour le reste. Il y a quand même cette faute assez grossière sur une contre-attaque où il prend que jaune. C'est un 6,5. 6,5 pour Matin. 6,5. Niakate, pour le coup, très propre à la relance. C'est à signaler. Je crois qu'il a un ballon perdu. Une passe ratée sur 66. Malheureusement pour Niakate, bah, c'est lui qui est au marquage de Mostafa Mohamed. Donc, on va pas mettre un très, très grosse note parce que, bah. Mettre 5, ouais. 5 max pour Niakate. 4,5, 5. Tagliafico, un bonheur. Alors, il est tombé en température en seconde période quand même. Hein. Mais la première mi-temps de Tagliafico, c'est du très haut niveau. Passe des... Non, mais vous pouvez parler dans le chat des notes, hein, Salomé. Soyons pas sectaires, ça m'aide aussi à avoir mon analyse. Oui, d'ailleurs, si vous voulez une place pour le Ludogorets, la mienne n'est toujours pas pris preneur. Hein, donc, n'hésitez pas à venir me vendre. 7, ouais. 7 pour Tagliafico. Verretou, moi j'ai trouvé que c'était un bon match de Verretou. Voilà, donc je le trouve très dur avec Verretou. Je trouvais assez intéressant. Seconde période peut-être un peu moins en vue. Mais c'était un bon match de Verretou ce soir. C'est probablement le meilleur au milieu de terrain ce soir. Ouais, 6. 6 pour Verretou. Matic, j'ai pas du tout aimé son match. D'ailleurs, les stats le montrent bien, puisque Matic, c'est 63 passes, 51%, 51 passes réussies. Donc on a quand même un gros déchet de Matic qui est inhabituel au niveau des passes. C'est vraiment pas un bon match de la part de Matic. Je vais mettre 3, ouais, 3,5. 3,5. Tolisso, match moyen aussi. Match assez moyen. C'est plus... En fait, c'est dur de noter Tolisso parce qu'on s'était habitué à un nouveau standard qui était Tolisso fort à chaque match. C'est un match un peu moyenasse de la part de Tolisso.
Pourquoi Matic finit le match? Ah bah ça, point d'interrogation. Hein. Ouais, 4,5. 4,5, ouais. Cherki, en vrai, le match de Cherki, il y a quand même 5 passes clés. Il manque la stat. Il manque la stat. Il y a quand même ce problème d'attitude et sans ballon qui m'ennuie. Il y a un poteau, il y a 5 passes clés, il y a quand même beaucoup de passes réussies dans l'absolu. C'est pas un mauvais match de Cherki, hein. C'est pas un mauvais match de Cherki, mais c'est un match où, encore une fois, le curseur d'exigence il est élevé pour Cherki. Il y a une nonchalance qui me dérange. Et on peut pas mettre une très haute note parce qu'il n'y a pas d'action décisive. Après, il peut marquer un but, c'est sur le poteau, c'est dommage. Mais ouais, on va mettre 5,5. 5. 5. Bon, Lacazette. Oh, Lacazette. 2. 2. Lacazette. Il n'y a rien ce soir, encore une fois. Hein. C'est compliqué. Hein. Très compliqué. Hein. Très, très compliqué. Nuama, bon match. Tombé en température en seconde période également, comme à peu près toute l'équipe. Mais Nuama, ailier gauche, il y a quelque chose d'intéressant quand même. Hein. Il y a quelque chose d'intéressant. Athlétiquement, je trouve qu'il est meilleur quand il ne doit pas revenir sur son pied gauche recentré. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Nuama, ailier gauche. C'est un très bon match de Nuama. Ouais, 6,5 pour le but. Le but qui est très beau, il est bien placé comme il faut. On va noter les entrants, puisqu'ils ont quand même disputé plus d'un quart d'heure. L'entrée d'Almada, c'est une bonne entrée. 15 passes, 100% de passes réussies pour Almada, hein, quand même, sur son entrée. C'est à noter, quand même. 2 passes clés sur 30 minutes, c'est bien. Mikotadze, c'est une horreur, 1. Et le match de Pierre Sage, on est obligé de mettre 3, hein, en vrai. Hein. On est obligé de mettre 3, hein, malheureusement. On n'a pas noté Maitland Nice parce qu'il est rentré un peu tard. On a dit que c'est une demi-heure de jeu. Hein. On note les joueurs qui jouent une demi-heure. Ils sont rentrés à la 62e, donc ils ont eu 31 minutes de jeu. Maitland Nice, on ne le note pas, mais l'entrée de Maitland Nice, elle est à montrer dans toutes les écoles de terrorisme. Miko 0. Ouais, en vrai, ça pourrait être 0. Hein. 7 passes, 4 réussies, des fautes. Voilà. En même temps, Pierre Sage, il peut faire quoi? Pas mettre Matic 2 matchs d'affilée. Pas mettre Lacazette titulaire. Secouer son équipe pour qu'elle arrête de jouer en demi-teinte. C'est aussi le job du coach à un moment donné. Le coach, c'est un manager. Hein. Son effectif, il est limité, d'accord, j'entends. Mais à un moment donné, mobiliser sa team, c'est aussi son job. On peut pas l'absoudre de tous les péchés. Voilà, donc tu fais encore Jorginho. Le Jorginho n'existe plus, les enfants. Je vous montre vos notes à vous. Vos notes à vous, je les ai pas regardées, je vous avoue. Donc on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'elles sont... Vous avez mis mieux à Matic. Vous avez sous-noté Niakate par rapport à moi. Tagliafico, vous ne l'avez pas mis aussi élevé. Vous avez été très 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 généreux avec Lacazette. Hein. Très généreux avec Lacazette, je trouve. Vraiment. Hein. Même généreux avec Cherki aussi. Voilà, pour vos notes. Le classement des pronos, je ne vais pas le mettre parce que je suis pas sûr que tout soit bien à jour. Mais il existe, voilà, sachez-le, il existe. On se retrouvera du coup jeudi, mais pour un direct au YouTube, il n'y aura pas de live. À partir de maintenant, les lives débriefs, je vais les prolonger un petit peu après le segment YouTube. Et les débriefs seront postés sur YouTube le lendemain. J'arrête de me presser pour poster ça à 1h du matin. Donc ils arriveront à 8h30 le lendemain pour que vous l'ayez au moment d'aller au boulot. Mais je vais arrêter de poster les débriefs à 1h du matin parce que ça m'oblige à me foutre dans le jus. Et j'aime bien prolonger un peu la soirée quand on débriefe ensemble. Les rediffs des lives nocturnes, pas prévus. C'est-à-dire quand on déborde, les rediffs intégrales des lives seront dispo derrière les subs. Il y aura toujours des rediffs de live nocturnes sur la chaîne secondaire, mais pour pouvoir être peinard, pour éviter de les dépublier, je les mets derrière les subs, comme ça m'évite quand même pas mal d'emmerdes. Mais voilà, je vais mettre les débriefs tranquillement, en temps et en heure, le matin. Voilà. Du coup, on se retrouvera jeudi pour le match contre le Dogores. Le débrief, pour le coup, sera direct ou YouTube, donc il arrivera dans la foulée du match aux alentours de minuit. Et derrière, ce sera le match contre l'OM où il y aura le débrief comme d'habitude à 23h, en espérant que la SNCF ne me joue pas de tour, puisque je serai dans le train. Et on aura donc un débrief à 23h, comme d'habitude. Il n'y aura pas de live nocturne pour le reste cette semaine, puisque je serai à Brest, mardi et mercredi. En attendant, on va espérer qu'on ait toujours le même coach jeudi, hein, parce que ça me semblerait un peu précipité de le virer là maintenant. Et si jamais il y a des grandes dingueries, tant pis, on fera des vidéos supplémentaires. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, t'as fait Umtiti dans les VDC Toti? Non, j'ai fait quel état de ça? Voilà, bref. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée sur YouTube. On dit au revoir à YouTube. Bisous, ciao YouTube, à bientôt.